Salut à tous les amis, mes chers Reds, mes chers Blues, bienvenue pour ce débrief de ce choc du week-end entre Chelsea et Liverpool. Un choc qui était pour moi à la hauteur, voilà, c'était pas un match exceptionnel non plus, mais on a vu quand même des belles choses. Il y avait une belle opposition tactique entre les deux coachs, il y avait une opposition aussi entre deux effectifs qui regorgent de talent. Alors c'était pas un match incroyable, mais personnellement j'ai apprécié. Voilà, même si en tant que fan de Chelsea, j'ai perdu, j'ai quand même vu deux belles choses. Lors de l'avant-match, pour ceux qui l'ont vu, j'avais prédit 2-1 Liverpool. Donc on a vu juste par rapport au score. Moi, du coup, je suis pas trop surpris par rapport à l'issue de ce match. Mais il y a quand même énormément de choses à dire. Je vous laisse liker pour donner de la force et des référencements. Si la chaîne grandit si bien, là on est arrivé aux 25 000 abonnés. Merci énormément. Et si on grandit comme ça, c'est aussi grâce à tous ceux qui arrivent sur les débriefs, qui commentent et qui likent. Donc on lâche rien. On est parti, let's go. On commence donc par les compositions et des deux côtés, on retrouvait la même logique, le fait de reposer les joueurs sud-américains qui ont des trêves assez épuisantes, ils font de longs trajets et pour la plupart ils ont joué beaucoup de minutes, donc c'était pas trop une surprise non plus de voir Diaz, McAllister et Enzo Fernandez sur le banc. Par contre, Maresca ne peut pas se passer de Caicedo, donc Caicedo il enchaîne. On retrouvait donc Gakpo et Jones dans le 11 de Liverpool et on retrouvait Lavia et James dans le 11 de Chelsea. Avant de rentrer dans le film du match où on va s'attarder sur plusieurs actions, sur plusieurs faits marquants, on va s'intéresser rapidement à des statistiques. Donc on voit Chelsea a fini le match avec la possession. C'était pas un match vraiment avec beaucoup de XG créés comme on peut le voir, mais quand même à l'avantage de Liverpool. C'est vrai que le penalty notamment a aidé, puisque le penalty c'est déjà 75 il me semble de XG, 0,75. Donc voilà, mais sinon pas énormément. Voilà, donc on a 8 tirs pour Liverpool, 12 tirs pour Chelsea, qui a touché plus de ballons dans la surface, qui a eu plus de possession dans le dernier tiers adverse. On le voit notamment, je vais vous mettre la stat juste après, où on voit regarder 70% de la possession de Chelsea a été dans le dernier tiers de Liverpool et on voit qu'au niveau du momentum du match, on a plus l'ascendant pour Chelsea qui voilà, globalement a dominé, mais les amateurs de FIFA le savent, dominer, c'est pas gagné. Et le début de match, on peut retrouver notamment ce 3 vs 4 qu'on avait vu lors de l'avant-match. On savait que Liverpool allait avoir l'avantage sur cette première ligne. Mais bizarrement, j'ai trouvé Liverpool attentiste sur ce début de match, tranquille. Voilà, ils étaient sur un avantage numérique, mais ils n'en ont pas profité pour autant. On n'avait pas un pressing agressif comme on a l'habitude de voir avec Liverpool. Finalement, voilà, on était à 3 contre 4, mais la ligne offensive de Liverpool ne s'est pas forcément jetée sur cette ligne de 3. Et donc, comme je l'ai dit, le début de match et les 20 premières minutes de jeu étaient à l'avantage de Chelsea. Et comme on le voit avec ce graphe de Canal+, 48% du ballon était dans le dernier tiers de Liverpool lors des 20 premières minutes. Et c'est après que ça va notamment beaucoup s'animer. Comme je l'ai dit, en début de match, avantage Chelsea, mais pas forcément beaucoup d'occasions créées, si ce n'est peut-être ce penalty potentiel sur Sancho. C'est vrai que c'est passé un peu inaperçu lors du match puisque on voyait Sancho en rajouter des tonnes, donc on se dit qu'il simule. Mais finalement, il simulait pas. Il y a bien une semelle de Trent sur Sancho. Honnêtement, en live, j'en veux pas du tout à l'arbitre de ne pas l'avoir vu. Mais pour moi, la VAR doit au moins appeler l'arbitre pour lui demander de prendre une décision. Parce que là, pour moi, il y a penalty. Pour moi, il y a penalty sur cette action-là. Il y a vraiment une vraie semelle dans la surface. Derrière, Sancho ne peut pas continuer l'action, évidemment. Donc, pour moi, c'est un penalty qui a été oublié, surtout oublié par la VAR. Et pour continuer sur les pénaltys, puisque c'est ce qui va animer le match à partir de la 25e minute, on a cette double action justement où on a déjà une première situation entre Colwill et Salah. Là, pour le coup, pour moi, si je suis l'arbitre, je prends la même décision, c'est-à-dire que c'est des décisions compliquées à prendre dans le sens où situation ambiguë où ça peut se siffler, mais si tu siffles, c'est sévère. Il y a énormément de situations comme ça et c'est les décisions les plus dures à prendre, évidemment. Donc, on voit qu'il y a contact. Évidemment, il y a contact, mais c'est très sévère de le siffler. Pourquoi? Parce que Salah n'attend que ça. Il sait très bien que Colwill va arriver sur lui, et dès qu'il le sent arriver, il se met en... Enfin, il ne cherche que le penalty. Tu vois, c'est pas comme s'il essaie de jouer et que Colwill l'arrêtait dans cette tentative de jouer. Non, il attend Colwill, et dès que Colwill est là, il se met... Donc, tu vois, c'est difficile, mais le contact est là. Donc, d'un côté, tu as un mec qui veut jouer à l'expérience, donc Salah, et de l'autre côté, tu as Colwill, qui est un jeune défenseur et qui, clairement, se fait avoir. Je veux dire, si à penalty, c'est sévère, mais tu peux rien dire. Parce que oui, tu tapes dans Salah. Et donc, quand tu es dans
une situation comme ça où du coup tu fais un recovering, t'arrives, tu essaies de récupérer, de rattraper le défenseur, il faut y aller doucement. Généralement quand tu es sur le terrain, tu entendais sans faute, sans faute. C'est dans ce moment-là que tu entendais sans faute, sans faute. Parce que c'est trop bête de faire une faute sur ça. En plus c'est dans la surface, donc 2 fois plus vigilant. Et Colwill, il est vraiment coutumier du fait. L'année dernière, il y a eu beaucoup de situations où tu te dis, le manque d'expérience. Et bien là, pareil pour moi. Là, il peut totalement siffler penalty, il peut totalement se faire avoir Colwill sur ça. Quand tu reviens sur ça là, à ce moment-là, tu le gênes. Tu viens pas dans ses jambes comme ça, parce que c'est un joueur qui a de l'expérience comme ça là, évidemment. En fait, c'était, voilà. Mais l'arbitre, le fait qu'il se dise, attends, mais là, tu joues beaucoup trop le penalty, ça là, je vais pas te le donner comme ça peut aussi se comprendre. Par contre, sur la deuxième situation, on retrouve Colwill. On retrouve Colwill qui est cette fois-ci face à Jones. Et là, pareil, il y a contact. Évidemment que ça se siffle. Ça peut paraître un peu sévère parce que évidemment qu'il y a un contact qui, je pense, ne déstabilise et ne déséquilibre pas Jones. Mais quand tu prends un coup comme ça dans la surface, évidemment que tu te laisses tomber. En fait, tout ça, ça montre que Colwill est un très jeune défenseur. Alors oui, il y a un potentiel, tout ce que tu veux. Mais Colwill, là, en plus, en moins de 2 minutes, tout ça. En moins de 2 minutes, Colwill nous fait vraiment l'étalage et la démonstration de son manque d'expérience. Il y a 2 situations où tu peux siffler penalty parce que les 2 fois, Colwill fait le contact. Ensuite, ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps, c'est Chelsea, notamment avec Maresca, qui donc a inversé Gusto dans un rôle un peu à la Rico Lewis, où il va l'inverser, mais pas dans le double pivot, qui est un double pivot fixe, mais qui va l'inverser du coup dans le demi-espace, dans cette ligne offensive. Alors Gusto a été force de proposition, très volontaire, très remuant, etc. Mais encore une fois, on voit que c'est un joueur que tu ne veux pas forcément dans ces zones-là. En fait, ce que je reproche à Maresca, et j'y reviendrai après dans le débrief, c'est que il a des idées, mais il ne fait pas jouer les joueurs dans leur domaine de prédilection, là où sont leurs plus grandes forces. Je suis désolé, mais Gusto, c'est un joueur de couloir droit. Dans le couloir droit, il est incroyable. Donc même s'il a été intéressant dans ce rôle, ce n'est pas optimiser ton équipe. Et c'est vraiment ce que je reproche à Maresca. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, mais j'y reviendrai après, mais j'ai l'impression que Maresca, dans sa façon de coacher cette équipe-là, il fait de Chelsea une bonne équipe, mais il ne fait pas de Chelsea une excellente équipe. Ensuite, Chelsea a beaucoup attaqué côté gauche en première mi-temps, puisqu'il y avait ce 1v1 du coup face à Trent, mais Trent qui s'est très bien débrouillé défensivement, on y reviendra dans les notes. Mais voilà, tu avais quand même côté gauche, tu avais Salah qui aidait moins Trent, alors que côté droit, tu avais vraiment Gakpo qui aidait Robertson. Donc, on est passé un peu par la droite, on a vu que Madueke était pris à 2 direct par Gakpo et Robertson. On a vu que Salah aidait pas forcément Trent, donc du coup il y a vraiment cet accent côté gauche. Et à part cet accent du penalty, Trent a vraiment très bien défendu. Pour finir sur la première mi-temps, on peut noter 2 petites choses. Le deuxième penalty, là, la sortie de Sanchez sur Jones. Pour moi, il n'y a pas penalty, voilà, je l'aurais pas sifflé non plus parce que le gardien sort, certes, c'est pas hyper maîtrisé, mais il touche le ballon en premier. Après, c'est spectaculaire parce que tu as 2 joueurs qui rentrent en collision, mais à partir du moment où le gardien touche le ballon en premier, tu peux comprendre pourquoi il donne pas de penalty. Pour moi, il n'y a pas de scandale par rapport à ça. Et deuxième chose que je peux noter, c'est l'entrée en jeu de Nunez en première mi-temps. Incroyable, récupération, relance, truc. Il était fou. Donc là, il a joué un quart d'heure en première mi-temps. J'ai pas vu un quart d'heure comme ça à Anfield depuis l'entrée de Mudryk en janvier 2023. Non, vraiment, il est rentré en première mi-temps, il a fait un quart d'heure de folie. Donc vraiment, son entrée était vraiment très importante pour les Reds pour bien finir cette première mi-temps. La deuxième mi-temps était très intéressante. On va notamment juger le coaching des 2 entraîneurs. Mais déjà, cette deuxième mi-temps, elle est lancée par l'égalisation de Chelsea, donc Jackson, qui est magnifiquement lancé par Caicedo. Très belle finition de Jackson. Ça, c'est des actions typiques qui rataient tout le temps l'année dernière. Ça, l'année dernière, mais c'était soit au-dessus, parce qu'il tirait en tombant et ça finissait je sais pas où, soit c'est sur le gardien, soit tu vois, mais ça finissait pas au fond l'année dernière. Cette saison, ça va au fond, donc on voit vraiment une progression de sa part et ça, c'est vraiment cool. Mais malheureusement pour les Blues, 3 minutes après l'égalisation, c'est Liverpool qui va reprendre les devants sur une action qui paraît plus ou moins anodine. On est sur un côté, un petit centre, mais il y a 2 joueurs qui vont pour moi être totalement fautifs sur ce but. Le premier, c'est Reece James. Comme on peut le voir ici, regardez, on a ce centre qui va arriver, Jones qui demande le ballon dans la profondeur, James qui voit tout, hein, évidemment, il voit Jones arriver. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la pire des décisions. Au lieu de suivre la course de Jones et de couvrir, il va jouer le hors-jeu. Il va même demander
le hors-jeu en levant la main alors que Jones est derrière lui. Donc c'est impossible que Jones soit hors-jeu. Il doit sûrement lever la main pour le joueur qui est derrière lui ou alors Nunez qui était effectivement hors-jeu. Mais à aucun moment, en fait, il imagine que Jones peut avoir ce ballon. Et c'est lui qui va marquer derrière. Mais à ce moment-là, Chelsea peut encore éviter le but puisque le contrôle de Jones va être un peu long. Mais sauf que Sanchez, il pionce, il dort. Je sais pas si dans la surface il y a des sables mouvants peut-être, ses pieds étaient coincés, je sais pas. Il y a forcément une raison peut-être qu'on ne connaît pas. Pourquoi tu sors pas? Sanchez, frérot, tu saoules. Je te jure, tu saoules. À pas sortir parce que s'il sort, quand Jones fait son contrôle long, il n'y a pas but. Je sais pas comment ça se passe, s'il le gêne, s'il peut confortablement l'avoir ou quoi, mais il n'y a pas but. Le fait qu'il attende, mais Sanchez, Jones, il arrive, et il a juste très belle finition d'ailleurs de Jones, mais forcément, tu bouges pas, frère. Tu bouges pas et tu crois qu'il va se passer quoi? Donc c'est vraiment dommage parce que il y avait 1-1 à ce moment-là, et s'il n'y a pas deux grosses erreurs successives, et ben pour moi, il n'y a pas but. Comme j'ai dit en début d'analyse, pour moi, c'est une action qui peut paraître anodine. Donc on est maintenant à 2-1 et on attend la réaction de Maresca. Maresca va faire rentrer Enzo, Vega et Badiashile. Est-ce que je suis d'accord avec ces changements? Évidemment que non, évidemment que non. Pourquoi? Puisqu'on va se retrouver avec ce setup après le but de Jones. Donc on a une défense à 3, Vega seul devant la défense et les autres joueurs qui vont être impliqués offensivement. Et ce que j'aime pas, moi, dans ça, c'est que déjà, tu as Badiashile sur le terrain, tu as Vega seul devant la défense, là où tu veux voir Enzo. Et tu as Enzo sur cette ligne offensive, là où tu ne veux pas voir Enzo. En fait, tu es fâché parce que pour moi, c'est simple. Si tu fais ça, bah c'est beaucoup mieux. Admettons, tu mets Vega à la place de Badiashile, tu mets Enzo du coup devant la défense et dans ce rôle offensif, tu vas du coup avoir Nkunku. Donc en fait pour moi c'est Nkunku qui va les faire rentrer et pas Badiashile et après tu organises ça un peu différemment. Parce que je le dis et je le répète, hein, mais Enzo, c'est pas là que je veux le voir. Ce n'est pas un 8, c'est pas un joueur de profondeur. Par exemple, regardez ici, il y a un espace. Ici, il y a un espace béant. Si tu as un Nkunku ici, je t'assure qu'il va prendre l'espace et même s'il n'est pas servi, il a créé un trou qui peut-être peut profiter à un autre joueur. Mais Enzo, c'est un joueur de soutien. Qu'est-ce qu'il va faire, Enzo? Il va rester là. Il va rester là en soutien et il va rien se passer en fait. Et de toute façon, je vais vous dire, même si Enzo prenait la profondeur, je veux pas le voir prendre la profondeur non plus. Par exemple, ici, on voit qu'il va faire un appel comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Enzo, c'est quel type de joueur en fait? C'est un 6. C'est un 6 régista incroyable. Je veux pas le voir faire des courses comme ça dans la profondeur. Je veux voir Nkunku faire des courses comme ça. Parce que en plus, il a été servi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rien passé après parce que c'est pas Enzo. En fait, c'est même pas sa faute à Enzo. Là, c'est Maresca qui fait de Enzo un joueur lambda, qui le rend lambda en fait. Donc vraiment sur ça, je ne suis pas d'accord du tout avec Maresca et Nkunku du coup va rentrer plus tard. Et pareil, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait avec Nkunku puisqu'il va le faire rentrer en ailier gauche. En plus, en ailier vraiment qui colle la ligne et tout. Mais c'est quoi l'objectif de faire rentrer Nkunku, mais de faire rentrer loin du but? Quand tu fais rentrer Nkunku, tu veux l'avoir proche du but parce que c'est un joueur qui a une finition incroyable, c'est un joueur qui a une vista incroyable. Tu as des joueurs à faire rentrer sur les ailes, à mettre sur les ailes. Pourquoi tu fais rentrer Nkunku sur l'aile? Je ne comprends pas Maresca sur ses choix. Son coaching en deuxième mi-temps, moi, sa réaction après le but de Jones ne m'a pas plu du tout. Déjà dans le 11 de départ, donc pour moi, j'aurais mis Neto déjà à la place de Sancho. On a vu que l'entrée de Neto était vraiment bonne, il était vraiment perturbant, il a avalé les espaces comme ne peut pas le faire Sancho et on savait qu'il y aurait des espaces dans la défense de Liverpool. Donc pour moi, ça c'était une erreur. Et après son coaching en deuxième mi-temps, pareil, je valide pas trop. Donc c'est là où je vous disais que, en fait, certes, Maresca fait du bon boulot. Il a des idées. Et même si ces idées sont bonnes, pour moi, elles ne sont pas excellentes. C'est-à-dire qu'il fait de Chelsea une bonne équipe qui va totalement être dans le top 6 pendant toute la saison. Ça va être 6, 5, 4, 3, 5. Ça, pour moi, ça va jongler dans ça. On ne sera jamais hors top 8 pour moi cette saison. Il y a vraiment un effectif qui est beaucoup trop fort. Et Maresca fait du bon boulot. Mais par contre, pour moi, il pourrait vraiment faire de Chelsea une excellente équipe vu la qualité de l'effectif. Il pourrait faire beaucoup mieux, mais tant qu'il fait ça, je pense qu'il y a un plafond de verre que va scoltiner Chelsea tout le long de la saison. Et pour ceux qui veulent avoir plus du coup d'explications sur mes idées, comment on pourrait optimiser Chelsea et faire jouer Nkunku dans le 11, faire jouer Palmer dans le 11, avec Gusto dans le couloir, etc. Ou James du coup, retournez voir mes vidéos où je m'attarde du coup tactiquement sur ce qu'on pourrait faire à Chelsea. Mais là, pour l'instant, je ne suis toujours pas emballé par ce que fait Maresca. Et on le voit en face, Slot, qui est beaucoup plus pragmatique. J'ai bien aimé les changements de Slot, honnêtement, parce que ces changements, en fait, étaient logiques. Tu vois qu'on ramène du sang frais sur les ailes. Qu'est-ce qu'il fait?
Il sort Trent, il fait entrer Gomez pour vraiment avoir cet impact défensif. Et Gomez fait 2-3 interventions défensives très très propres. Il sort Gakpo, il fait entrer Diaz pour continuer à mettre la pression sur Gusto. Donc ça, c'était bien. Après, il fait entrer McAllister pour apporter du sang frais au milieu du terrain. Donc en fait, les changements de slot sont pragmatiques, sont logiques. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé le coaching de Slot. Il a vraiment très bien géré son match. Allez, on passe aux notes les frérots et on commence par Liverpool. J'ai vraiment bien aimé le match de Trent. Je trouve que défensivement, il a eu beaucoup à faire. Et à part du coup le penalty pour moi sur Sancho, qui aurait dû être sifflé, il a été vraiment excellent. Il a été vraiment bon. J'ai beaucoup apprécié son match, plus défensivement que offensivement. Et c'est rarement le cas pour Trent, mais là vraiment chapeau. Sinon la défense a fait le taf globalement, donc j'ai pas de mauvaise note à mettre dans la défense. Gravenberch qui n'a pas été trop en vue. C'est pour ça que d'ailleurs Liverpool n'a pas déroulé, n'a pas non plus, ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, parce que Gravenberch a bien été muselé je trouve. Jones qui fait vraiment un top match dans l'impact, avec ballon, hyper peu de ballon, il crée beaucoup de choses. Dans les duels il a été bon, il est du coup sur le penalty, donc il subit la faute, après il va marquer. Non franchement, super match de la part de Jones qui pour moi est l'homme du match, même s'il a la même note que Salah, mais j'ai préféré mettre Jones. Dites-moi en commentaire quel homme du match vous auriez mis vous personnellement. Szoboszlai 6 qui a été un peu moyen pendant une bonne partie du match, mais en deuxième mi-temps, il a fait des bons sauvetages, il a été globalement très correct, donc j'ai mis 6. Gakpo aussi, bon match, j'ai bien aimé. Nunez 6,5, j'ai vraiment bien aimé son entrée comme je vous ai dit. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Diaz et de Gomez, comme j'ai dit, qui est entré et qui a fait des petites interventions défensives cruciales, mine de rien. Donc voilà pour Liverpool. Ensuite, on passe à Chelsea, les frérots, où là, Sanchez va avoir le poop of the game, le caca of the match. Donc, parce que vraiment, voilà, ça sorti. Je comprends pas pourquoi il n'est pas sorti. Vraiment, je ne comprendrai jamais pourquoi il est pas sorti. Et globalement, dans son match, il n'est pas non plus incroyable. Tosin, 4,5, Colwill, 5. Alors, Colwill, il fait un bon match. Hormis là les deux minutes là où il fait deux pénaltys potentiels, où vraiment c'est un manque d'expérience cruel et c'est très préjudiciable, hein, puisque du coup on encaisse un des pénaltys. Donc vraiment pour moi, il doit vraiment apprendre de ce match. Et j'espère qu'il va savoir se remettre en question par rapport à ça et apprendre de ces deux situations-là. Mais hormis ces deux erreurs-là, il fait vraiment un bon match. Gusto 6, malgré un rôle qui n'optimise pas ses qualités, je l'ai trouvé très intéressant, très volontaire et assez propre techniquement. Rhys James, donc pareil, c'est comme Colwill, hein, il fait un bon match, mais sur le but, pour moi c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Il a Jones vraiment dans son champ de vision, il sait que Jones appelle, va s'il le suit, c'est dead. Jones passe, enfin, il peut jamais marquer confortablement comme ça. Si James le suit, il n'y a pas but. Et là, il joue le hors-jeu. Vraiment, pour moi, c'est une très grosse erreur. Pour moi, il ne peut pas avoir la moyenne par rapport à ça, même si, à part ça, son match est vraiment plus que correct. Vrai, il est bon même. Caicedo, 6,5, vraiment une deuxième mi-temps étincelante, avec une première mi-temps, pour moi, un peu plus moyenne. Lavia, c'est dommage, hein, parce que ce match-là, si James et Lavia sont en rythme, parce que là, ils reviennent tout juste de blessure, si James et Lavia sont en rythme, je pense que ça peut totalement changer le match. Parce que James et Lavia, donc, dans le jeu, ont été très bons, on l'a vu, excellent. Mais ils ont dû sortir tôt parce que ils reviennent tout juste de blessure, tu vois. Donc avec un James Lavia en rythme, peut-être que ça peut changer beaucoup de choses, notamment en deuxième mi-temps. Sancho, décevant, même si, voilà, non. Je ne veux pas dire décevant, c'est sévère. Moyen, voilà, il a 5, c'est moyen parce qu'il a quand même essayé de créer un petit peu, mais c'était pas non plus incroyable. Donc, mais il y avait trop d'espace. En fait, quand il y a des espaces comme ça, c'est plus des matchs pour Neto. Vraiment, j'en suis convaincu et j'espère que Maresca finira par le comprendre. Madueke 5, décevant Madueke. Décevant, il a pas apporté grand chose, mais Palmer, surtout Palmer m'a vraiment déçu. Palmer m'a vraiment déçu, c'est maintenant voilà, le go-to guy, c'est le mec de l'équipe, c'est la star de l'équipe, et il a été très décevant dans ce match. Tout le monde le regardait, tout le monde s'attendait à de la magie, et pour moi, c'était très décevant, et surtout, pour moi, je lui mets moins de la moyenne, à cause d'une action en particulier, où tu as Neto qui fait le boucan là, il sert Palmer qui contrôle, qui a le temps de choisir, soit il tire, soit il écarte sur Madueke. Et s'il écarte sur Madueke, Madueke peut allumer le gardien. Et honnêtement, pour moi, il doit lui mettre. Il doit lui mettre. Et Madueke, tu vois, il a une réaction, il est énervé, il doit lui mettre. Parce qu'en plus, il choisit la solution de tirer, mais il met trop de temps à tirer.
Donc il a mis trop de temps à prendre sa décision et il prend pour moi la mauvaise décision. Donc c'est vraiment une action pour moi où Palmer, en plus on parle vraiment de Palmer, il doit faire mieux, il doit faire mieux. Et Jackson, hormis son but, je l'ai trouvé décevant. Son but est beau, son but est voilà, mais hormis son but, je l'ai pas trouvé ouf. Il était volontaire et tout, il a couru, ok, donc c'est pour ça qu'il a la moyenne, qu'il a plus que la moyenne. Mais sinon, avec ballon, j'ai trouvé qu'il a été, il y a eu beaucoup de déchets quoi. Donc voilà pourquoi je lui mets que 5,5 malgré son but. Neto 6. Une bonne entrée de sa part, donc avec le temps qu'il a eu, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Badiachil 5,5, Enzo 5,5, Vega 5 et Nkunku 5. Donc voilà les frérots pour ce match. On termine avec cette petite statistique où on voit que Slot voilà, a fait des débuts vraiment tonitruants avec Liverpool. Tout le monde disait ouais mais on attend de voir un gros pour voir ce que ça donne. Bah voilà, il y a eu un gros, il y a eu Chelsea et tactiquement il a été bon, il a géré son match, il gagne 2-1. Voilà, Liverpool est bien. Liverpool est bien, les presets sont clairs, les joueurs sont impliqués. Franchement, ça roule pour les Reds qui sont en tête du championnat. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se dit à très bientôt sur French PL et n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Ciao!